J'ai un nouveau message. Ouais, je vais vous les donner, Karim. Donc, je vais... Voilà. Ok, donc l'agenda, ça va être le suivant. Donc, pour cette session, donc, je vais reparler du modèle de langage parce que certains d'entre vous n'ont pas assisté à la session de la fois dernière. Alors, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, les sessions Zoom que l'on fait ensemble, elles sont enregistrées et vous allez pouvoir les voir sur ma chaîne YouTube. Alors, j'ai aucune prétention d'être une YouTubeuse, mais pour moi, c'est un moyen pratique de charger les sessions Zoom enregistrées sur YouTube. Donc, regardez la dernière session que l'on a faite ensemble. On a fait en fait un modèle de langue basé sur GPT-2 et en fait, on l'a entraîné de nouveau sur un domaine bien spécifique qui est la revue de films. Okay. Donc là, cette fois-ci, on va faire quelque chose de similaire. Donc, on va faire un modèle de langue, mais cette fois-ci, je vais utiliser un autre modèle qui s'appelle Roberta. En fait, le modèle de langue, c'est un modèle de langue en français, donc il s'appelle Camembert. Et Camembert est basé sur Roberta. Donc, on verra ça dans quelques minutes. Alors, attendez, je vais donner à Madi les sessions. Alors, c'est parti. Donc, l'agenda, donc le modèle de langage. On va voir l'architecture transformer, c'est celle qui est dorénavant le plus utilisée en NLP. On va voir l'apprentissage par transfert. Et puis, on va voir également donc, comment FastAI peut s'interfacer avec GameFace, Transformer. Et puis, donc, les deux exemples de classification de texte que l'on va voir aujourd'hui, c'est le modèle BERT et le modèle GPT-2 avec une tâche de texte. Désolée, des gens arrivent au dernier moment. Alors, hop. Ok, c'est parti. Donc, alors, regardons ce que c'est qu'un modèle de langage. En fait, c'est très simple, un modèle de langage. C'est simplement une manière d'obtenir le prochain mot. Donc, vous allez entraîner un modèle de langue et une fois entraîné, le modèle sera capable de vous prédire le prochain mot. Par exemple, ici, vous avez un exemple en anglais. I like to eat hot. Et donc, le prochain mot, si le modèle est bien entraîné, il va vous dire hot dog. It was hot. Et si le modèle est bien entraîné, il va vous dire day. Et ce genre de modèle de langue, c'est équipé par beaucoup de moteurs de recherche. En fait, tous les moteurs de recherche à l'heure actuelle sont équipés d'un modèle de langue. Et si vous faites Google en anglais ou Google en français, si vous faites par exemple en mode de recherche machine learning, vous voyez le prochain mot, ça va être case studies, application, language, etc. etc. Okay. Donc, alors, pourquoi on s'intéresse à un modèle de langue? Parce qu'en fait, jusqu'à présent, ça commence à évoluer, mais on va dire jusqu'à présent, la plupart des modèles de langue étaient développés en anglais. Et bien sûr en français, en espagnol, en italien, etc. Mais vous avez pas mal de pays dans lesquels vous avez des langues qui sont moins référencées, mais qui sont tout aussi importantes. Je pense notamment à l'Afrique, ou même dans certaines sections en Asie ou en Amérique latine. Et donc, ces langues-là sont très peu représentées en tant que tâche NLP de modèle de langue. Et généralement, c'est très, 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 très coûteux de développer un modèle de langue parce qu'il vous faut énormément de puissance machine. Et donc, la plupart du temps, ce sont des sociétés comme Google, Facebook AI qui font ce genre de qui développent ce genre de modèle de langue parce que généralement, l'entraînement peut peut-être durer jusqu'à un jour, voire 2 jours, et sur des millions de documents.
Et donc, de ce fait, ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire chez vous ou même avec un environnement AWS. Ou même avec un environnement AWS. Donc, quand vous entendez ding ding, c'est que des gens viennent se connecter. Alors, on continue. Donc, le modèle de langue est assez coûteux à faire. Généralement, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement, vous pouvez partir d'un modèle de langue entraîné déjà, en anglais on dit pre-train, pré-entraîné sur de l'anglais, et par-dessus, vous allez pouvoir mettre une couche de portugais, par exemple. Donc, mais il faudra que cette couche de documents portugais soit assez vaste, du style des documents qui viennent de Wikipédia, pour que le modèle puisse s'enrichir correctement. Bon, je continue. Donc, on va voir l'architecture transformer. Donc, l'architecture transformer. Alors, pardon, l'architecture transformer, donc un petit peu d'histoire. Et en fait, voici donc les différents modèles qui ont été basés sur cette architecture. Donc, en juin 2017, et vous avez un papier un papier de recherche qui est très très connu, c'est All You Need Is Attention. Et ce papier de recherche a fait l'objet d'études et de développement de modèles. Et donc, en 2018, vous avez le premier modèle GPT modèle de OpenAI. OpenAI, c'est une société qui a été mise en place par Elon Musk et d'autres personnes dont je ne me souviens plus de nom. Ensuite, vous avez en octobre 2018, où on a eu le premier modèle développé par Google qui s'appelle BERT Model, toujours sur l'architecture transformer. En 2019, on a eu le GPT-2 modèle, toujours de OpenAI. Et c'est ce modèle-là que j'ai utilisé la dernière fois pour entraîner un modèle de langue en français. Et cette fois-ci, je vais maintenant l'utiliser pour faire de la classification de texte. Ensuite, en 2019, vous avez Hugging Face qui a développé un DistillBERT modèle. Pourquoi il a développé ce modèle? C'est pour avoir un sous-ensemble d'un modèle généré par ces deux sociétés-là, pour avoir quelque chose de plus pratique pour nous en tant que data scientist ou en tant que petit personne en herbe sur les sciences de données. Ensuite, un dernier qui a pas mal de résonance, c'était 5 modèles qui a été développé par Google. J'essaierai de faire quelque chose avec, on verra, soit de la synthétisation de texte ou questions-réponses, je verrai ça. Et donc, vous avez eu après un autre qui s'appelle celui de Facebook par modèle, et le dernier en tête, c'est celui-ci, OpenAI, en sachant que finalement, juste ce mois-ci, le 1er juin 2021, les Chinois ont mis en place un modèle NLP qui s'appelle Wudao. Et ce modèle NLP, il a 1000 milliards de paramètres. Donc, c'est énorme, quoi. Donc, voilà, ça évolue beaucoup. Alors, avant même de vous parler de l'architecture transformer, je voudrais vous présenter une des premières architectures de réseau de neurones récurrents, de NLP. Et en fait, c'est assez simple comme raison, entre guillemets, hein. C'est que vous avez donc une séquence de texte ici qui va être donnée, chaque mot de la séquence est donné à l'équivalent, on pourrait dire l'équivalent d'une for loop. Et donc, on va, de façon séquentielle, prendre vos mots dans la séquence, les tokeniser et les donner à la sortie. Okay. Donc, si on regarde si on déploie cette boucle, en fait, on va voir que T-1, donc c'est le time -1, c'est le début de la phrase. On arrive sur un hidden state, donc une couche cachée.
et on a une sortie. Et donc, le prochain mot va être ici, et puis on récupère le hidden state de T-1 à l'instant T, et on a une sortie, et pareil, donc on a ici T+1 que l'on récupère d'ici, et l'output. Donc là, ce que j'indique ici, c'est que déjà la séquence d'entrée est séquentielle, et il s'agit d'itérer dans l'ordre sur chaque élément d'une séquence. Il n'y a qu'une seule matrice de points où les points sont partagés dans le temps. D'accord ? Donc, une seule matrice de points, c'est assez simple comme réseau neuronal. Ça a été pas mal utilisé et depuis donc 2017, avec le fameux papier de recherche All You Need Is Attention, et, on a traité le traitement en entrée différemment. Alors, dans ce papier de recherche, vous avez ce schéma-là et on va le simplifier au plus simple. Donc, c'est un schéma qui représente sequence-to-sequence modeling, c'est-à-dire j'ai une séquence en entrée. Donc là, ici, je suis dans la partie encodage et ici, vous êtes dans la partie décodage. Donc, imaginez un modèle qui va faire une traduction de langue. Donc, par exemple, si je prends cette phrase, the cat drank the milk because it was hungry, on va dire le chat a bu le lait parce qu'il avait faim. Donc, cette phrase-là, elle est en entrée, en input, et elle va vous donner en output la traduction en anglais, en français, pardon. Alors, si on regarde ce schéma, on va déjà regarder le input ici. Donc, le input, c'est votre phrase. Et au lieu de traiter votre phrase séquentiellement, mot par mot, on va paralléliser la séquence. Donc, la input sequence est faite en parallèle. Alors que si vous êtes sur un réseau neuronal, ce sera en séquentiel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chacun des mots et on va leur construire un espace d'embeddings. Et donc, cet espace d'embedding, chaque mot, on va également construire un embedding sur la position de ces mots. Okay? Donc, par exemple, ça sera la position 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, vous avez le position encoding. Et ça, c'est donné, donc, pour l'instant, on oublie le multi-head attention, on oublie cette partie-là. Et ça va être donné à un réseau neuronal classique. Et ce réseau neuronal classique va essayer d'apprendre votre phrase, les embeddings qui vont avec. Donc là, quand vous voyez NX, c'est le nombre de couches pour la partie décodeur. Donc, dans le papier, ils avaient utilisé 12 couches. Donc, vous avez 12 couches pour la partie encodeur et vous avez 12 couches pour la partie décodeur. Et si je regarde la partie donc, de sortie, c'est là où, en fait, dans la partie de sortie, on va prendre les mots que l'on a décodés, donc de votre encodeur, on va les décoder, et on va essayer d'aller vers le prochain mot. C'est pour ça que vous voyez shifted right. Et ce que l'on va faire, donc maintenant, on va regarder, donc, et c'est pareil, on va le donner un réseau neuronal et puis qui va vous donner une prédiction sur le prochain mot. Par contre, ce que l'on va faire ici, avec donc l'architecture Transformer, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle du multi-head attention. Donc, qu'est-ce que ça signifie, multi-head attention? Ça signifie qu'on va prendre toute votre séquence de toute votre phrase et en fait, cette partie-là, elle va pouvoir savoir où est-ce que je vais mettre le focus sur la phrase. Ok, donc chaque mot est vectorisé en fait, et on va en fait calculer le contexte de ce mot dans la phrase. Donc en fait, si vous voyez cette phrase, the cat drank the milk because it was hungry. Le it que vous voyez ici fait référence au chat. La deuxième phrase, the cat drank the milk because it was sweet. Le it que vous voyez là fait référence au milk. Donc là, on a le mot. Et associé au mot, on va calculer le contexte du mot et ces informations-là seront données à votre réseau neuronal.
Okay, donc, ce n'est plus comme la partie RNN où c'était mécaniquement, chacun des mots est donné au réseau neuronal. Donc, on a cette couche-là. Et cette couche-là, pensez à cette couche-là cette couche-là va travailler avec la partie input et va essayer, tâcher de mettre le focus au bon endroit sur votre input. OK. Et le feed-forward-net, c'est simplement un fully connected neural network. J'en ai parlé, je crois que c'était la session 4, c'est aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, comment est calculée l'attention? C'est cette formule que vous voyez là. Alors, je vais vous l'expliquer tout simplement. En fait, on va se baser sur 3 vecteurs. Vous avez un premier vecteur qui va représenter le mot courant. OK? Donc, oui, dans ma phrase, c'est, admettons que je sois que 4. Ensuite, on aura un deuxième vecteur qui va calculer le contexte associé à ce mot. Okay, donc, on va calculer ceci. Et on va faire une multiplication de matrice entre les queries et les keys. Et ça va vous donner un troisième vecteur qui est la valeur finalement de la représentation de votre mot. Et cette valeur-là, que vous voyez là, le V, est donnée directement au réseau neuronal. Okay, donc, l'attention, c'est simplement pour mettre le focus sur votre séquence en entrée. Okay. Alors, vous avez un papier que j'ai mis aussi dans l'environnement Slack. Et je crois que je l'ai mis aussi sur les notebooks que vous avez. Donc, j'aime bien cette personne, J. Alama. Et en fait, elle a très bien illustré ce que c'était que le transformer par des schémas de ce style-là. Donc là, je vous donne le schéma le plus intéressant pour l'attention. Donc, vous voyez, imaginez votre input, vous avez thinking machines, et donc, ça va faire l'objet d'embeddings. Donc, on a des X1 et X2. Donc, pensez, les embeddings, ça va être aussi avec le positional embedding. Okay, donc, ensuite, on va créer le contexte, la queries. Là, c'est les queries, c'est le mot courant. Okay, donc, Q1, c'est thinking, X2, c'est machine, K1 et K2, ça va être le contexte associé. Et donc, on va ensuite on va faire une multiplication de matrice et ça va vous donner la valeur V, notre vectorisation. Donc, on a un vecteur pour les queries, on a un vecteur pour les keys et on a un vecteur pour les values. Et ça, c'est donné. Donc, vous avez une matrice de vecteurs et ça, c'est donné au réseau neuronal. Alors, suite à ce papier de recherche, vous avez différents types de transformers, d'architecture transformer qui ont été mis en place. Donc, vous avez GPT-2 qui vient de OpenAI, vous avez BERT qui vient de Google et vous avez celui-là, je le connais moins, Transformer Excel. Je n'ai pas beaucoup joué avec ce modèle. Donc ici, quand on regarde GPT-2, vous avez finalement un empilage de décodeurs. Quand vous êtes sur BERT, vous avez un empilage d'encodeurs. Okay, et là, on a des variantes différentes de décodeurs. Recurrent, ça veut dire probablement qu'il y a un aller-retour sur la partie attention du décodeur. Voilà, donc on va continuer. Alors, ça, c'est ce que je vous ai dit. Donc, depuis le 1er juin 2021, vous avez un laboratoire chinois qui vient, en fait, c'est la Beijing University. Ils ont fait un modèle qui génère, sur lequel on a 1000 milliards de paramètres. Donc, c'est énorme. Je vous ai donné le lien ici. Et dans un notebook que l'on verra ensemble, je vous ai donné également une information sur ce modèle. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vous qui allez pouvoir faire ces modèles de langue. C'est très, 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 très coûteux, notamment en argent sonnant et trébuchant, mais aussi écologiquement parlant, ce n'est pas toujours terrible. Le CO2 est beaucoup sollicité.
Alors voilà, donc là, le GPT-2 que l'on a vu la dernière fois et qu'on va revisiter aujourd'hui pour la classification de texte, il est basé sur, il a été créé le 4 février 2019 et donc en fait, vous voyez, vous avez le text et position embeddings. Donc ici, on a notre multi-attention que je vous ai décrit. Et puis donc là, on est sur notre réseau neuronal, un feed-forward. Et puis le output, une fois que vous avez fait votre modèle de langue, et bien, vous allez pouvoir l'utiliser pour différentes tâches NLP. Donc là, ça peut être par exemple la prédiction de texte ou ça peut être la classification de texte. OK? Des questions. OK. OK, donc je continue. Voilà, donc les questions, je les prendrai à la fin, parce que sinon, on n'aura pas suffisamment de temps. Ou alors, vous m'écrivez dans l'environnement Slack. Donc, l'empilage d'encodeurs. Donc, ici, on est sur Roberta. Donc, c'est un modèle qui a été développé par Google. Et donc, la particularité de Roberta, c'est qu'en fait, ils ont positionné ce qu'on appelle une modélisation de langage masqué, c'est-à-dire qu'on va prendre une phrase et le modèle va masquer au hasard 15% des mots de l'entrée, puis fait passer toute la phrase masquée à travers le modèle et donc le modèle doit prédire le mot masqué. Okay, et donc, toujours pareil, alors, on parle de réseaux neuronaux traditionnels qui voient généralement les mots l'un après l'autre, ou des modèles autorégressifs comme GPT qui masquent en interne les futurs jetons. Donc là, la différence entre GPT et Roberta, et BERT, pardon, Roberta, c'est BERT également. Donc, la différence entre GPT et BERT, c'est qu'en fait, en input, vous allez pouvoir mettre un masque. Et si le modèle est bien entraîné, il sera capable de résoudre le masque. Je vous ferai un petit exemple dans quelques instants. Donc, on va voir maintenant l'apprentissage par transfert, car la plupart du temps, en fait, quand vous allez faire des tâches NLP, vous allez travailler sur des modèles qui ont NLP qui ont déjà été pré-entraînés. Donc, grâce à cet apprentissage par transfert, en fait, vous allez avoir moins d'entraînement que ce qui a été nécessaire pour construire un modèle de langue et beaucoup moins de données. Donc, c'est l'avantage d'utiliser l'apprentissage par transfert. Alors, je vous donne un exemple ici qui est tout à fait relevant. Des fois, je me mélange les mots en anglais et en français. Donc là, vous avez votre langage, votre modèle de langue maître, okay, donc qui a été basé sur cet exemple, ça a été basé sur des articles Wikipédia en allemand. Et donc là, ça prend pas mal de temps pour entraîner ce type de modèle. Généralement, ce n'est pas vous qui allez le faire. Ensuite, ce que l'on va faire, nous, c'est récupérer ce modèle et l'ajuster pour un modèle par rapport à quelque chose de plus spécifique, un contexte plus spécifique, par exemple les tweets en allemand. Et enfin, lors de tâches NLP, vous allez modifier la dernière partie de votre modèle donc, pour en faire soit une tâche de classification, soit une tâche de questions-réponses, etc. Donc la dernière partie de ce modèle-là va être entraînée par rapport aux besoins de tâches NLP que vous allez faire. Voilà, donc le principe de transfer learning, c'est ça. C'est-à-dire que ça, la plupart du temps, vous n'aurez pas à le faire parce que c'est trop coûteux en ressources. Par contre, celle-ci, vous allez souvent la faire parce que vous allez vouloir enrichir le modèle existant par quelque chose de plus spécifique. Donc, ici, on a pris des exemples de tweets en allemand, mais on pourrait prendre, par exemple, un corpus de lois, françaises, par exemple,
ou un corpus de langage médical, etc. Vous voyez, donc vous pouvez très bien. Alors, pourquoi on fait cette surcouche-là? Parce qu'en fait, là, ici, le modèle, si je prends un modèle en français qui a été entraîné, en fait, il connaît très bien la structure de la langue française, en fait. Et donc, il sera capable, si vous le surentraînez sur autre chose, il sera capable de comprendre déjà la structure de la langue française et plus le vocabulaire que vous allez y ajouter, du style les lois XY et puis un vocabulaire médical, etc. Voilà, et donc quand vous voyez Task Specific Head, ça peut être différentes tâches NLP du style classification de texte, du style synthétisation de texte, etc. Alors voilà l'apprentissage par transfert. Alors, merci FastAI, car c'est eux qui ont commencé à pratiquer ce genre de choses. Et donc, ils ont fait un papier de recherche qui s'appelle ULM Fit. Et ce papier, en fait, ils se sont inspirés de ce que l'on fait avec la vision par ordinateur. Quand vous travaillez sur un modèle de vision par ordinateur, on va s'appuyer sur déjà un modèle pré-entraîné qui a été entraîné sur ImageNet, qui est une grosse base de données d'images. Et donc, les créateurs de ULM Fit se sont basés sur cette même approche pour le NLP. Et donc, depuis, ça fait pas mal de petits. Et donc, on a le fameux BERT que vous voyez là. Quand vous voyez LM, c'est Language Model. Donc, on a eu BERT, après on a eu GPT, GPT-2, etc. Donc, en Chine, rappelez-vous, souvent les modèles de langue sont utilisés pour les moteurs de recherche. Donc, en Chine, on a un moteur de recherche qui s'appelle Baidu et pour lequel on a utilisé un modèle qui s'appelle Ernie, un modèle de langue qui s'appelle Ernie. Probablement que ça va beaucoup évoluer avec le fameux modèle qui vient de sortir, qui s'appelle Luda. En NLP, les choses vont très, très vite. Hein, donc, il faut être vite mis au courant de ce qui se passe. Okay. Alors maintenant, voilà donc pour le modèle de langue et l'architecture transformer. Donc, maintenant, je vais vous présenter rapidement l'API de FastAI. Et donc, en fait, FastAI va travailler sur des différentes applications. Donc, je vous ai donné le lien ici, hein, FastAI Layer API. Et donc, FastAI peut travailler sur ces différentes applications, sur la vision, sur le texte, sur le tabulaire et sur le collaborative filtering. J'ai fait des sessions là-dessus, donc regardez ma chaîne YouTube. Et donc, ces applications-là, on a en fait un high-level API. Donc, on a ce qu'on appelle le data block. C'est ce qui va être vos données seront séquencées dans des batchs et qui seront données à une GPU. Et vous avez le learner qui va prendre votre data loader, votre data block, et puis on applique une architecture. On applique une optimisation, une fonction de perte, etc., des métriques, et puis on entraîne le modèle. Donc, ça, c'est le High-Level API. Et le Mid-Level API, on va le voir durant les notebooks qu'on va voir ensemble. Vous avez donc le data core, donc comment vous allez construire. Si je suis sur du texte, comment je vais construire mon bloc de texte pour le donner à la GPU, comment je vais construire mes métriques, comment je construis mon optimiseur. Et vous avez aussi avec ces API des callbacks, c'est-à-dire que lors de l'entraînement de votre modèle, vous allez pouvoir à tout moment sortir de cette boucle d'entraînement pour faire des traitements XY. Par exemple, vous pouvez sortir de cette boucle d'entraînement pour aller sur des systèmes qui référencient, je ne sais plus comment on appelle ça en anglais, des systèmes qui monitorent votre modèle. Donc, vous allez avoir la paire sous forme graphique, vous allez avoir les fonctions de perte, les types d'optimisation qui sont faites, etc. Donc, vous avez TensorBoard qui est utilisé, qui peut être utilisé. Vous avez aussi Weight and Bias
qui est aussi un système de monitoring des réseaux neuronaux. Et enfin, le dernier niveau, c'est vraiment le niveau qui est la couche PyTorch, en fait, derrière lequel vous avez les tenseurs, les opérations d'optimisation, etc. Voilà, donc on va aller dans le vif du sujet. Donc, je vais commencer par ce notebook Camembert. OK, donc je suis donc sur un Colab Pro. Le notebook que j'ai fait, vous allez pouvoir l'exécuter sur Colab ou Kaggle. Vous pouvez faire un de ces deux environnements. Je les ai plus ou moins ajustés pour qu'ils puissent tourner sans que vous ayez à acheter Colab Pro, un abonnement Colab Pro. Cela dit, si vous faites du NLP, je vous recommande soit d'utiliser Colab Pro, soit d'utiliser d'autres environnements. Alors, si vous regardez, alors je vais vous montrer ça, si je fais FastAI. FastAI, je vais me mettre en anglais. Environment. Et donc, où est-ce que je suis? Je ne sais plus où. Quick Start. Bon, je n'ai plus, j'ai plus la référence ici, tutoriel peut-être. Ok, je voulais vous montrer, je ne l'ai plus ici. FastAI vous montre les environnements que vous allez pouvoir facilement mettre en place si vous voulez travailler sur Google Cloud ou ce genre de choses, okay? Ou Amazon, ce genre de choses. Allez, je reviens au notebook. Alors, donc, la première chose que l'on va faire, c'est que on va... alors, faites attention parce que FastAI était déjà installé sur Google Colab, mais ce n'est pas la dernière version. Donc, j'utilise cette instruction-là pour faire un upgrade de FastAI sur Colab. Et puis, donc là, comme je vais utiliser les transformers, donc je vais aller chercher les transformers de Hugging Face. Et là, vous avez la librairie qui est utilisée par FastAI pour tout ce qui est texte. Okay. Alors, on va travailler pour ce notebook sur le Camembert Base, sur ce modèle-là. Donc, je vais vous montrer un petit peu le Hugging Face, la base de modèle. OK. Donc, vous avez donc l'information sur Camembert, qu'est-ce que c'est, Tasty French, etc. Et puis, vous allez pouvoir voir sur quoi il a été entraîné. OK. Donc, si je crois que c'est un peu plus bas. Et là, on vous indique comment l'exploiter. Okay. Camembert modèle, Camembert tokenizer, etc. Et puis, je crois qu'un peu plus bas, ils indiquent sur quoi ça a été entraîné. C'était avant. Voilà, ouais, c'est là. Voilà, donc vous avez ce genre d'entraînement qui a été fait sur Wikipédia, sur CCNet, etc. Donc, prenez la base, parce que si vous prenez large, vous aurez vraiment, si vous n'avez pas d'abonnement à Google Colab, vous risquez d'arriver en ce qu'on appelle CUDA Memory Error. Donc, c'est une erreur de mémoire au niveau de la GPU. Alors, voilà ce que je vous disais par le masque. Donc, Camembert est basé sur BERT. Et donc, BERT a un masque. Donc là, je dis Paris et là, je vais demander au modèle qui devine ce que ça pourrait être ici. Et si je fais compute, et vous voyez, là, vous avez ici le confident, le niveau de précision. Donc, on est à 96% là, et donc il va dire Paris est la capitale de la France. OK. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il voit aussi les minuscules et les majuscules, vous voyez, capitale et capitale.
Voilà, donc on revient sur Camembert. Ah oui, vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est donc là, si je fais modèle ici, vous avez tous les modèles, ok, et puis vous allez pouvoir dire quel type de tâche NLP vous voulez faire. Donc là, on est sur la text classification, et puis donc vous avez toutes ces informations. Je veux uniquement sur PyTorch, etc., etc. Ok. Donc vous avez aussi d'autres transformers. Je vais prendre des transformers, par exemple, etc. Ok. Alors, revenons là-dessus. Donc, la première chose que l'on a à faire, une fois que l'on a accès au transformer, la première chose que je vais faire, c'est que je sais, enfin, je ne le savais pas, c'est quand j'ai exécuté cette instruction-là, la deuxième ligne que vous voyez là, que en fait, Camembert Tokenizer, il a besoin de sentence piece. Ok, donc c'est une manière de tokeniser une phrase. Je vais vous en montrer un exemple dans quelques instants. Donc, il faudra installer pip install sentence piece et ensuite vous avez donc le tokenizer. Je m'intéresse au tokenizer et au modèle de langue de Camembert. Donc là, j'ai pris, là, la première partie de mon notebook, c'est uniquement sur le modèle de langue. Et ensuite, on passera à la classification de texte. Donc là, je vais enrichir le modèle de langue de Camembert par des données de revues de films de Allociné. Okay. Donc là, quand vous faites ça, ça va télécharger des informations. Et si vous pouvez faire un modèle éval, et le modèle éval va vous donner que vous êtes sur un Camembert for Causal LLM. Donc, je vous explique ce que c'est. Le Causal Language Modeling, ça vous permet de prédire le prochain token dans une phrase, alors que le Mask Language Model va vous prédire les tokens qui sont masqués dans le input. Donc, l'exemple que je vous ai montré il y a quelques minutes, c'était sur celui-là. Moi, j'utilise celui-là. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait. Et en fait, vous voyez, donc en fait, vous allez voir qu'il y a 12 couches. Et donc, à la fin, c'est ce qu'on appelle le modèle head. Les dernières. Ici, on voit, on est sur le modèle head. Et donc, on va prendre les 768 input features et en output, on a 32 005. Les 32 005, c'est la taille de votre vocabulaire. Okay. Alors, quand je serai sur une tâche de classification de texte, cette partie-là, je vais la supprimer pour uniquement avoir une en-tête de classification de tête et là, le output, ça sera 2 parce que ça sera, est-ce que c'est vrai ou faux? Ça peut être, si c'est multi-étiquettes, ça peut être 7 ou 20, ce que vous avez comme jeu de données. Alors voilà, donc la première chose que l'on va faire, c'est qu'on va tester le tokenizer. Donc là, vous avez une instruction, tokenizer special token. Donc, vous rappelez-vous, tokenizer, je vais vous monter. Tokenizer, c'est Camembert Tokenizer from pre-train et j'ai pris Camembert Base. Okay. Et le modèle, c'est celui-là, from pre-train et j'ai pris Camembert Base. Okay. J'ai rajouté quelques informations, je reviendrai dessus dans quelques instants. Alors, donc, on va tester le tokenizer. Donc, si je fais ça, j'aimerais savoir quels sont les tokens un peu spéciaux qui viennent avec ce tokenizer. Donc, vous voyez, vous avez not use pour le début de la phrase, la fin de la phrase. Et puis, alors, si vous pouvez avoir un token BOS, c'est beginning of stream. Donc, voilà, ce genre de choses, closing of stream, etc. Et tout ce qui est unknown, ce sera UNK. Alors, voilà le vocab size, c'est 32 005. Et donc là, je vais tester mon tokenizer. Donc, je vais demander au tokenizer d'encoder cette phrase. Ce texte est affligeant et donc, il va vous donner ces identifiants, cette numéricalisation de vos tokens. Donc, vous voyez, le et, c'est 6 et la virgule, c'est 14, par exemple. Et si je décode, eh ben, vous avez ça en fait
ce texte est affligeant et blablabla. Ok. On continue. Donc, en fait, je viens de m'apercevoir que le 6, je pense que c'est /S. Le 5, c'est S. Ok. Et le et que vous voyez là, c'est le 14. Désolée, je viens de réaliser. Alors maintenant, on regarde, je vais accéder à mes données. Donc, j'ai récupéré sur GitHub un jeu de données de Halluciné que je vais utiliser pour mon notebook. Donc là, je crée mes répertoires. Donc, je vais créer un répertoire Content. Par défaut, quand vous êtes sur Colab, vous êtes sur le répertoire Content. Donc là, ici, si vous cliquez ici, vous avez l'accès au fichier. OK. Je n'étais pas connectée. Voilà. Là, donc ici, vous êtes à ce niveau-là, vous êtes sur Content. Et donc là, je vais créer un répertoire qui s'appelle Halluciné. Je ne vais pas l'exécuter parce que ça prend du temps. Enfin, ça ne prend pas du temps, mais bon, ça n'a pas trop de temps. Je vous laisse les notebooks pour faire mumuse avec et puis me contacter sur Slack si vous avez des questions. Voilà, donc le chemin que j'indique, donc c'est celui-ci, Content Halluciné. Et donc là, je vais récupérer mon modèle de données, je vais le désarchiver, ok. Et donc là, le modèle de données arrive avec un format JSON, donc je vais faire read JSON et je récupère. J'indique que ce fichier a des lignes et puis en fait, je vais récupérer 10 000 enregistrements. Ce fichier est très gros et je crois qu'il y a 60 000 enregistrements. Mais pour faire joujou avec ce notebook, j'ai diminué le nombre d'enregistrements. Et aussi, j'ai pensé à vous parce que si vous en avez beaucoup trop, ça va être très long et voire vous allez avoir un problème d'erreur GPI. Voilà, donc là, je demande à afficher simplement un enregistrement. Donc, vous avez 3 colonnes, film URL, review et polarité. Alors, la polarité, c'est est-ce que la revue de film est 0, c'est que la revue de film est négative, et 1, c'est que la revue de film est positive. Okay. Donc là, je vais voir, j'ai aussi un fichier de validation, val.json, et donc là, je vais le lire également, et vous avez exactement la même structure. Donc là, je les sauvegarde en CSV, ces fichiers-là. Et puis, en fait, je vais maintenant reprendre mon fichier le train.csv, et je vais donc en faire une nouvelle variable, dftrain. Et je vais voir et donc là, je demande pas d'en-tête. Donc, vous voyez, vous n'avez aucun en-tête. Et donc là, je regarde le contenu de ce data frame. Donc, je demande 2 enregistrements. Je fais pareil pour la validation. Donc, je demande 2 enregistrements. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander quelles sont les valeurs uniques pour notre variable qui va être notre variable dépendante, polarities. C'est à partir de là que je vais faire une classification. Est-ce que c'est positif ou négatif? Et donc, je veux m'assurer que j'ai les mêmes valeurs. Donc, c'est une instruction de Pandas qui vous permet d'avoir les unique values. Donc, je vois que j'ai les mêmes valeurs, c'est très bien. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai ces 2 data frames, le train, dftrain et dfval, valide, ce que je vais faire, c'est que je vais les combiner les 2 ensemble pour créer un jeu de données assez conséquent pour entraîner mon modèle de langue. Et donc, quand vous voyez ce 1 là, ça signifie que je suis intéressée que sur la 2e colonne, qui est je suis intéressée à créer un dataset uniquement avec du texte. Et je ne suis pas intéressée par les URL des films ou par la polarité à ce niveau-là. Je suis encore à la création du modèle de langue.
Donc, j'ai une variable qui s'appelle allText et je vais concaténer, donc je n'utilise même pas ici, et je vais concaténer donc, le data frame train et le data frame valide uniquement sur le texte. Et donc là, on peut voir la longueur de ces data frames. Donc là, dans le train DF, j'ai 10 000 enregistrements. Dans le ValDF, j'ai 1000 enregistrements. Et dans tout le texte, j'ai 11 000 enregistrements. OK, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tester la tokenisation sur une revue de film. Parce que je voulais voir comment se passait le sentence piece. OK, donc là, je vais dire sum review, donc c'est ma variable. Je vais chercher un enregistrement, le premier enregistrement du data frame train DF. Et puis donc, j'affiche le contenu. Et puis maintenant, je vais dire, je vais tokeniser ce contenu. Et je ne demande pas tout parce que ça va être énorme. Donc, je vais dire, tu me montres les 15 premiers tokens. Donc, c'est ce que vous avez là. Okay. Vous voyez, donc, quand vous utilisez sentence piece, vous aurez, pour marquer un blanc, ce sera un underscore souligné bas. OK. Oui, ce qui est intéressant, oui, regardez abrutissant, vous voyez, vous avez abruti et puis sans. Donc là, on fait du subword aussi, ça s'appelle. Okay. Parce que rugissant, vous voyez, abrutissant, ça peut être. Donc, c'est intéressant de faire un subword là-dessus. Alors, maintenant, on va encoder ce texte. Donc, on va faire tokenizer encode et puis je vais demander les 15 premiers tokens et ça vous donne ceci. OK. Ensuite, je vais pouvoir le décoder et donc ça vous donne ceci. Donc là, je n'ai pas demandé que 15, j'ai demandé tout et ça vous donne le résultat. Vous voyez, on a le début de la phrase. Alors, ce que l'on va faire maintenant, c'est que le tokenizer que l'on va utiliser, ce n'est pas celui de FastAI. Rappelez-vous, par défaut, FastAI utilise un tokenizer qui s'appelle Spacy. Voir la leçon 7 dont j'ai, enfin, dans YouTube. Donc, on va utiliser le Hugging Face Tokenizer. Donc, on va un petit peu changer tout ceci. Donc, on va créer une classe qui s'appelle Transformer Tokenizer, qui est basée sur Transform. Et donc, on va dire, je vais prendre le tokenizer que j'ai. Donc là, c'est le GP2. Là, on va utiliser, c'était quoi? C'était le Camembert Tokenizer ici. On va utiliser le Camembert Tokenizer. Et donc, pour encoder, je vais prendre, je vais dire, je prends tokenizer et je vais tokeniser tous mes enregistrements. X représente vos enregistrements, vos données à tokeniser. Et je retourne donc un tensor. Okay. Et donc, je vais convertir ces tokens en idées. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que, donc là, c'est simplement une classe que je vais utiliser dans quelques instants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quand vous allez faire un entraînement d'un modèle, quel que soit le modèle, il faudra toujours prévoir un modèle, un jeu d'entraînement et un jeu de validation. Donc ici, par l'instruction split, je vais prendre mon data frame train et je vais donc en faire un jeu d'entraînement et de validation. Okay. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une transformation. Donc, quand vous voyez TFMD list, c'est une liste de transformation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le fameux jeu de données allText. Vous rappelez-vous, c'était la concaténation du data frame train et du data frame validation. Et je vais le tokeniser. Okay, donc, je vais le tokeniser. Je vais aussi faire un split par rapport à ce qui est indiqué ici. Donc, par rapport à allText, je vais faire une partie une partie qui va être sur du DevTrain et l'autre partie qui va être sur la validation. Donc, rappelez-vous, le allText, on avait 11 000.
Donc, le DF Train, je vais avoir 10 000. Le jeu de validation, d'entraînement, je vais avoir 10 000. Le jeu de validation, je vais avoir 1 000. Okay, c'est ce qui en fait par split ici. Et puis, je vais indiquer que le type de data loader que je vais faire, c'est du language model data loader. Et donc, je peux regarder la transformation qui a été faite. Okay, donc, si je fais TLS et TFMS, je vais pouvoir voir un enregistrement de mon entraînement et un enregistrement de ma validation. Et on peut voir la taille. Donc là, ici, j'ai 332 tokens et là, j'en ai 93. Ce qui est intéressant aussi, ce qui est sympa, c'est que vous allez pouvoir voir quel est le premier enregistrement, à quoi ça ressemble. Donc, voilà donc là, quand vous faites show at ou show all, ça c'est typiquement FastAI, il va vous décoder l'information. Donc, au lieu d'avoir des numéros de tokens ici, vous allez avoir le décodage. Donc, si vous cherchez du cinéma abrutissant à tous les étages, etc., ça c'est l'environnement d'entraînement et ça c'est l'environnement de validation. Okay, donc ce film est tout ce qu'il y a de plus sympa, etc., même si l'ensemble est dépourvu de clichés, etc. Alors maintenant, on va s'intéresser au data loader. Donc le data loader, j'aurai besoin d'une batch size et d'une sequence length. Donc ça, je l'ai expliqué quelques chapitres auparavant. Donc, vous allez avoir un lot de traitement. Donc, comme je suis sur du texte et que c'est très gourmand, j'avais commencé par 8, mais finalement, pour vous, je l'ai diminué à 4, le batch size. Okay, donc, vous aurez un batch size de 4 enregistrements avec une taille de séquence de 256. Okay. Donc là, je vais créer mon language model, donc mon data loader pour le language model. Et donc, vous avez une instruction qui est toute bête. On va prendre ce qu'on a déjà fait ensemble, hein, le TLS, et je vais mettre point data loader et je mets le batch size et le sequence length. Okay. Donc, on aura en batch size, on aura 4 et en sequence length, on aura 256. Okay. Ce qui est sympa également, c'est que avec FastAI, vous allez pouvoir voir le pipeline que l'on a utilisé sur le data loader. Donc, si je fais DLS_LM, ça c'est mon data loader pour le language model. Et si je fais TFMS1, vous verrez le pipeline. Donc, on a fait une transformer tokenizer. Maintenant, je vais pouvoir demander de voir le contenu, le résultat de mon data loader pour le language model. Donc, pareil, show batch, ça va vous décoder le contenu. Donc là, je demande 2 enregistrements. Et donc, là, vous avez votre texte actuel. Et vous voyez que Miles O'Keefe est d'une, et le prochain mot, ça va être d'une médiocrité. Okay? Next. Shift right. d'une médiocrité. Il paraît l'historique du, et là on va voir l'histoire du 7e, quelque chose. Okay. Alors, maintenant je vais tokeniser le jeu de données de Allociné. Donc, vous rappelez-vous mon alt text, ok? Donc là, par cette fonction-là, ce que je vais faire, je vais tokeniser dans une for loop, tous les textes de ce fichier. Et donc, si je regarde la longueur des tokenisations, j'ai bien 11 000. Et en effet, j'avais bien 11 000 enregistrements dans le texte. Okay. Et si je regarde le vocabulaire, donc j'ai 32 005. C'est le vocabulaire du tokenizer à l'origine. Alors, ce qu'on peut faire également, ce qui est très sympa, c'est que je vais pouvoir rajouter des tokens. Alors, faites attention quand vous faites ça parce qu'on est sur un modèle de langue. Si vous rajoutez des tokens, il faudrait vraiment que ces tokens soient, que les tokens que vous allez rajouter, on ait pas mal d'exemples associés. Si vous n'avez pas suffisamment d'exemples associés, vous aurez le fameux token unknown. Okay.
Donc, faites attention à ce genre de choses. Donc là, bon, c'est un exemple joué entre guillemets, hein, parce que c'est quand même sur des données réelles. Et donc là, ben, je peux faire add token. Donc, je vais prendre tout ce que j'ai tokenisé, là, vous voyez. Donc, je fais tokenize. Et puis, en fait, je vais voir quel est le... ouais, donc là c'est le tokenizer. Ouais, donc on a déjà vu ça. Donc on a donc 32 006. J'aurais dû enlever ça. Ah ouais, non, pardon. Ah oui, bon, je l'ai mis ici parce que vous voyez ce que je fais. J'ai tokenisé tout ceci. J'ai tokenisé j'ai rajouté mes tokens de mes alt text. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais, ici, là, je vais retailler les embeddings. Par défaut, les embeddings que j'ai étaient à 32, on avait un vocabulaire de 32 005 mots. Et donc là, j'en ai, vous voyez, pas beaucoup, j'en ai 32 006. Alors pourquoi j'en ai pas beaucoup? Parce que déjà, le modèle a été bien entraîné. Donc, j'ai pas eu beaucoup de valeur ajoutée en rajoutant ceci. Voilà. Et donc, on a le vocabulaire de 32 006 et la totalité 768 tokens. Alors, vous avez deux classes qui sont, à les regarder, elles sont les mêmes. Donc, je les remontre ici. Donc là, c'est la première classe que je vous ai montrée. Et donc là, la première classe, on s'arrêtait là. Et là, j'ai dû faire un resize token embeddings parce que j'avais rajouté des tokens. Mais ici, donc c'est la première classe que l'on a fait. Donc on a dit, je tokenise. Par exemple, c'est ce que j'ai utilisé pour tokeniser tous mes textes. Vous avez une autre version que vous pouvez aussi utiliser, c'est de dire, si votre texte est déjà tokenisé, vous voyez, encode, si le texte, donc X, c'est vos données de texte, si c'est déjà tokenisé, ça sera c'est du tensor, on ne touche pas finalement. Sinon, on tokenise. Voilà. Donc, la différence entre ces deux pavés, c'est le if que vous voyez là. Okay, le décode reste le même. Okay, le décode que vous voyez là, vous le voyez quand vous faites show le nombre d'enregistrements que vous voulez voir, etc. Voilà, donc on a fait tout ceci. Maintenant, on va faire le learner. Donc, le learner, c'est le language model learner. Attention. Alors, avec un learner, vous allez pouvoir, une fois que votre modèle a été entraîné, faire des prédictions. Et les prédictions telles qu'elles sont livrées avec les modèles Hugging Face, elles vont vous retourner en sortie un arrêt de type tuple. Okay, donc, c'est-à-dire que vous aurez la prédiction plus la prédiction actuelle, plus d'autres données, d'autres activations additionnelles que vous allez pouvoir utiliser pour des traitements de régularisation. Nous, on ne le fait pas ça. Et donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier on va faire un callback. Et ce callback sera utilisé pour au moment de la prédiction, s'assurer qu'on ne récupère que la prédiction actuelle et pas les activations associées, additional activation. Donc, c'est ce que l'on fait ici. On a une classe qui s'appelle dropout, output. Et vous voyez, c'est fait partie des API de FastAI. Vous avez des callbacks que vous allez pouvoir utiliser lors de votre phase d'entraînement, lors du learner. Et donc là, je vais dire, après les prédictions, je vais simplement m'assurer de récupérer que la prédiction actuelle, pas le reste. Okay, si vous omettez ce genre de choses, vous aurez un problème avec le learner. Ok, donc là maintenant, alors si jamais vous voulez reconstruire votre learner, vous avez une instruction qui s'appelle del learn, qui va vous permettre de supprimer le learner et de le relancer. Donc ça peut être important, notamment pour gérer les ressources mémoire de la GPU. Donc là, j'ai une variable que j'ai appelée learn et j'aurais dû l'appeler learn_lm pour language model.
c'est pas grave. Donc, vous avez j'ai instancié cette classe learner qui vient de FastAI. Donc là, je vais dire quel est mon data loader, donc DLSLM. Quel est mon modèle? Donc, ça sera le modèle Camembert. La fonction de perte, donc cross-entropie loss flat, parce que je fais je vais faire un callback. Donc, CBS, ça va faire appel à des callbacks. Donc là, j'ai mon callback dropout. Et là, j'ai une métrique qui s'appelle Perplexity. Alors, Perplexity, ça, grosso modo, pour le faire rapidement, ça va vous permettre de savoir la justesse de votre modèle de langue. Okay? Et 2FP16, c'est une float precision. D'habitude, lors de la phase d'entraînement et de forward et backward, les phases d'entraînement et de backward, reverse, on va utiliser du FP32, mais parfois, en fait, quand on va simplement copier les informations, on va utiliser du FP16. Alors, je peux vous montrer ceci en backup slide. Voilà, c'est là. OK. Donc là, vous avez le forward pass, on calcule le loss. Donc là, vous voyez, au début, on est à 16, après on passe à 32, etc. etc. Donc vous avez, quand on dit Mixed Precision Training, ça ne veut pas dire que tout est sur du 16 bits float. OK, ça sera du 32 bits et parfois du 16 bits. OK. Et c'est grâce à NVIDIA, les drivers NVIDIA, que l'on a cette possibilité qui est aussi mise en place par PyTorch et TensorFlow aussi. Voilà, donc si je regarde mon modèle maintenant, donc je suis toujours sur un modèle de langue, hein, on est sur le modèle de langue, donc je récupère mon modèle ici. Et vous allez voir à la fin, donc le head, le fameux language model head. Vous voyez, on est sur 32 006, alors qu'avant on était 32 005. Probablement que le 32 006, ça doit être un token, un nom, je ne sais pas. Mais bon, voilà le truc. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va valider ce modèle. Donc, la validation, elle va en fait voir quelle est la perdition que vous avez au niveau de votre jeu de validation, loss, validation loss ici. Et là, vous avez la perplexité. Donc, la perplexité ici, elle est, je ne sais pas si on dit comme ça en français, perplexité. Elle est très, très mauvaise. D'habitude, une perplexité, c'est aux alentours de 30, 15, 30. Donc là, ce n'est pas très, très bon. Alors, on va justement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va entraîner ce modèle. Donc là, ça, c'est une instruction FastAI qui est très sympa, qui va vous permettre de trouver le meilleur taux d'apprentissage pour votre modèle. Pour vous rappeler, c'est utilisé pour calculer les gradients. Donc là, je vais dire, il ne faut pas prendre ici, ce n'est pas très bon parce que là, il remonte de façon intensive. On va plutôt aller par là. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Donc, vous n'avez pas besoin d'entraîner sur plusieurs épaules, c'est juste pour voir. Donc, là, je fais learn fit one cycle. Et donc, ici, je vais dire que je prends une époque et je vais faire ce learning rate là, learning effort. Okay. Donc, Fit One Cycle, ça fait partie d'un papier de recherche de Monsieur Smith. Et en fait, je vous laisserai lire la littérature là-dessus. Mais en fait, le principe de Learn Fit One Cycle, c'est qu'au départ, on va commencer tout doucement au niveau de votre learning rate. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on trouve le bon learning rate, on va diminuer le taux d'apprentissage. Donc, on a ici le train loss. Donc là, vous voyez, on est à ce genre de choses et on a une perplexité qui a nettement descendu. On est à 52 okay, sur 3 minutes 53.
Donc là, la première chose que vous allez faire, c'est sauvegarder ce que vous avez fait parce que c'est dommage de tout perdre cet entraînement. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner cette instruction learn phrase et je vais faire une synthèse de mon modèle. Donc vous avez learn model et vous avez également learn summary. Learn summary, ça va vous donner une synthèse de votre modèle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir vers la fin quels sont les paramètres qui seront entraînés. Donc là, en fait, on a voilà, la totalité de vos paramètres et donc là, la totalité des paramètres qui sont entraînables. Et donc là, on n'a aucun paramètre qui ne sont pas entraînés. Okay. Donc là, la fonction d'optimisation que l'on utilise, c'est Adam. Et la fonction de perte, c'est ce qu'on a indiqué, etc. Et donc, je vais faire... j'ai terminé avec mon modèle de langue, je me suis arrêtée là, en fait. Et donc, parce que j'avais déjà une perplexité qui était pas mal, à 50, je crois. Ça pourrait être mieux, on pourrait continuer avec 2 époques, et vous aurez certainement beaucoup moins. Mais c'est déjà pas mal. Et donc, on va tester ceci. Donc, là, on sauvegarde. Là, ici, je vous montre la sauvegarde du vocabulaire. Le vocabulaire, vous allez pouvoir le réutiliser. Là, je vérifie que le vocabulaire que j'ai est pareil à la taille du vocabulaire d'avant. Et puis, donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais en mettre un prompt et je vais dire c'est une histoire abracadabrantesque. Alors, rappelez-vous qu'on est sur un modèle de langue, donc il doit prévoir le prochain mot. OK ? Donc là, je vais tokeniser tout ceci. Je vais faire ma prédiction. Donc, je vais générer une prédiction. Je vais dire la taille de ma séquence. Je la garde à 40. Numbin, je vous l'explique ici, ça fait référence à une stratégie de recherche. Et donc, en fait, on va s'assurer, c'est un algorithme, en fait, et qui va considérer plusieurs alternatives pour vous donner le meilleur résultat. OK ? Et donc, c'est un peu l'exemple que vous avez vu quand je vous ai fait l'exemple avec le GameFace. Je ne sais pas si je l'ai toujours. OK. On va vous donner le meilleur résultat par rapport à ça. Alors, voilà. Et puis, donc, c'est beaucoup utilisé de nos jours. Avant, il y avait une autre stratégie qui était Greedy Search. Mais maintenant, on utilise beaucoup le Bin Search. Et donc maintenant, ce que je vais pouvoir voir, c'est décoder ceci. Donc, c'est une histoire à Bracandon Press. C'était le début de ma phrase. D'humour et d'action. Donc, ça, c'est ce que le modèle a continué à évaluer, à me donner. Un film d'action. Alors, pourquoi c'est répété plusieurs fois? Parce que j'ai limité la 40. Okay. Donc, j'ai un petit peu triché sur le modèle. Alors, je vais vous montrer un petit peu pourquoi. Que j'étais un petit peu déçue au tout début. Et je vous encourage à vraiment tester les notebooks que je vous donne. Vous allez découvrir pas mal de choses aussi. Donc, au début, j'avais simplement utilisé celui-ci, Camembert Base. Et en fait, quand je générais mes prédictions, je n'avais qu'un mot. Alors, j'étais un peu déçue. Et puis, finalement, j'ai décidé de faire tout ceci, de faire un add cross attention. Et en faisant ceci, ces instructions-là, décodeur true et add cross attention, j'ai pu avoir quelque chose d'un peu plus similaire à ce que GPT-2 offre, en termes de génération des prochains mots. Voilà, donc on a fini avec tout ceci. Maintenant, on a fait l'inférence, et puis maintenant, je vais faire la classification de texte. Donc, la classification de texte, je vais reprendre mon fichier JSON, là, et cette fois-ci, je vais prendre 30 000 enregistrements, pas 10 000. Et donc, ce que je vais faire, c'est que voilà le résultat. Donc, j'ai pris dans mon data frame, j'ai pris qu'un enregistrement. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui était avant, entraîné par le modèle de langue, et je vais m'intéresser que tout ce qui est après. Donc, je commence à 10 001. Donc, je fais un splitting de mon data frame
rangées. Et donc, j'ai ce nombre de 19 998 valeurs. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ceci. Donc, le premier enregistrement, quel navet, voilà, on retrouve. Et là, cette fois-ci, je demande header égale à true parce que je veux récupérer dans mon texte, mon bloc de texte que je vais donner au data loader, je veux récupérer ces deux informations, l'identifiant du texte qui est review et la polarité, est-ce que c'est du positif ou du négatif. Okay. Donc là aussi, je vais revenir sur mon tokenizer. Je demande à imprimer quels est les tokens qu'on utilise. Donc CLS token CS, separation token c'est /s, c'est la fin et là c'est le padding. Okay. Alors quand est-ce qu'on utilise du padding? Quand vous allez faire un mini batch, rappelez-vous, ma taille de batch c'est 4. Si vous avez dans votre batch, vous avez des phrases qui sont de 256, c'est bien parfait, on ne fait pas de padding. Si c'est moins de 256, on va faire du padding pour que les enregistrements de votre batch soient bien taillés pour la GPU. Okay. On fait la même chose en vision ordinateur, on va retailler les images pour qu'elles soient de la même taille pour la GPU. C'est le même principe. Alors là, vous avez une instruction tokenizer path qui va vous dire comment il fait son padding, vous voyez, beginning of stream, etc. Vous avez tout le padding ici. Donc, je retrouve le transformer tokenizer là, que je vous ai indiqué. Donc, ça, on l'a déjà utilisé pour le modèle de langue. Alors, par contre, pour FastAI, le text block que l'on utilise n'était pas tout à fait adéquat. Donc, j'ai fait une classe qui s'appelle Hugging Face Text Block, qui est basée sur le transform block. Et donc, en fait, je vais indiquer certaines informations. Je vais indiquer déjà la transformation, ça va être le tokenizer de Camembert. Ensuite, je vais indiquer le padding side. Donc, je vais faire un padding sur la gauche. Ensuite, je vais retourner donc les types de comment on va faire le padding. Donc, je vais faire le tokenizer. Et là, je vais dire le pad first tokenizer padding side, c'est à gauche. Okay. Donc, vous allez DLS Quark, c'est votre dictionnaire. Okay. Là, vous avez l'entrée et la valeur. Ok, donc on continue. Donc en fait, si je vais donc constituer un texte data loader pour ma classification de texte. Donc je prends mon data block. Je vais dire, je vais prendre ma classe text block tokenizer. Et là, je vais indiquer, c'est une instruction FastAI qui va vous permettre de dire quel type de classification vous allez faire. Donc là, c'est catégorie blocks. Ça va être une classification à 2 entrées. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, par exemple? Donc, dans notre cas, c'est 0 ou 1. Si vous avez pour une entrée, plusieurs labels, plusieurs étiquettes, à ce moment-là, ça sera multicatégorie et non pas catégorie. Multicatégorie. Okay. Donc ici, j'indique ma variable dépendante. Donc là, c'est polarity et là, c'est ma variable indépendante, c'est la review. Okay. Donc review, c'est mon texte de film. Et donc là, je vais utiliser une instruction FastAI qui s'appelle random splitter et qui va vous permettre de faire un split de votre jeu de données entre les données de test et de données d'entraînement et de validation. Généralement, c'est 80-20. Okay? Sinon, vous pouvez indiquer un pourcentage ici. Ensuite, je vais créer une autre variable qui s'appelle la DLS class. Et donc, je vais prendre mon DB block que je mets dans un data loader. Je vais indiquer le data frame que je vais utiliser, le train DF. Et je vais mettre un batch size de 16. Okay.
Maintenant, je vais montrer mes enregistrements. Donc là, j'en montre 3. Et en fait, on voit que j'ai du texte ici, là. Et puis, vous voyez la catégorie. Donc, c'est parfait pour le bon format pour faire ma classification de texte. Et donc, comme je vous l'indiquais, vous rappelez-vous le random splitter ici. Et le random splitter, c'est voilà ce qu'il vous a fait. Il vous a fait un DLS class train, qui est mon jeu d'entraînement, dans lequel j'ai 500 enregistrements. Et mon jeu de validation, j'ai 125 enregistrements. Okay. Alors, ce que je peux faire également, c'est connaître le nombre de classes qu'il devra évaluer pour sa prédiction. Donc, j'ai un DLS classe 6, c'est pour connaître le nombre de classes, j'en ai 2. Et le vocabulaire pour ces classes, c'est 0 ou 1. Okay. Ensuite, je vais faire le learner. Donc là, je suis ici au texte learner. Et donc, je vais dire, je vais prendre le camembert for sequence classification. C'est plus la langue là maintenant. Je suis sur le sequence classification. Et je peux également récupérer le camembert config. Okay. Donc là, je vais faire une instruction qui est pas mal du tout, qui peut être utilisée. L'avantage de FastAI par rapport avec son utilisation avec GameFace, c'est que quand vous allez entraîner soit votre modèle de langue, soit votre tâche NLP, donc ici on est sur une tâche NLP de classification de texte, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle du discriminative learning rate. C'est-à-dire, lors de l'entraînement, vous allez pouvoir, par couche de groupe, layer group, parce que si vous regardez un modèle, vous avez plusieurs couches, et on va pouvoir regrouper ces couches par lot, si vous voulez. Donc, par exemple, pour les 3 couches d'un modèle, je vais utiliser tel learning rate. Les 3 couches suivantes d'un modèle, je vais utiliser un autre learning rate, etc. Donc, c'est ce que l'on fait ici, c'est le default splitter du modèle. Donc là, je vais regarder mes couches et les faire un split associé. Et donc, si je regarde mon learner maintenant, donc mon nom de modèle, c'est Camembert Base. Et donc là, je vais dire ce que vous voyez là. Donc, je vais utiliser un modèle pré-entraîné sur le fameux Camembert Base. Je vais faire mon learner. Donc là, je m'instancie mon learner sous learn. Et puis, je vais faire un DLS class, donc mon data loader pour la classification. Le modèle, qui est le camembert modèle pour classification. Ma fonction de perte. Le splitter qui va me permettre de travailler sur différentes couches en termes de discriminative learning rate. Et puis, vous avez le dropout, là, je vous expliquais auparavant. Et puis là, en fait, on est sur la classification de texte. Donc, je suis intéressée de connaître la précision. La perplexité, on n'en a plus vraiment besoin à ce niveau-là. Et donc, ce que l'on vous dit, c'est une information. Là, vous voyez, je récupère le modèle. Et là on vous dit, attention, il faudra entraîner ce modèle parce que les poids, comme c'est un modèle préentraîné, les poids qui ont été mis en place ne sont pas ajustés par rapport à la tâche NLP que vous voulez faire. Car en effet, je vais faire une tâche de classification et donc les poids associés à cette tâche-là seront initialisés de façon random, aléatoire. Et donc, il faudra l'entraîner pour que le modèle apprenne. Donc, vous vous rappelez, donc là, je peux faire leur modèle. Où est-ce que je suis? Et vous voyez, je suis Camembert for Sequence Classification. Et si je regarde à la fin du modèle, donc c'est là où ça c'est plus intéressant souvent. Vous voyez, je suis ici ici. Vous voyez, je suis en output feature de 2. OK? Donc, ça, c'est parce que je suis en catégorie bloc. Si j'étais en multi-catégorie bloc, si vous aviez plusieurs étiquettes à prédire, enfin plusieurs valeurs, donc à ce moment-là, si vous en aviez 6 ici, à ce moment-là, vous aurez output feature égale 6. OK? Donc là, je refais mon Learn Finder. Donc là, je suis à 10-4. Okay.
Okay. J'ai pris Wanninekfa, je suis un peu plus loin ici. On aurait pu le prendre ici, mais bon, c'est pas grave. Et vous voyez déjà que quand je fais Learn Fit One Cycle, eh ben, j'ai déjà un très bon niveau de précision. Je suis à 93% de précision ici. Je vais donc sauvegarder ceci. Donc, je sauvegarde avec le Learning Rate. Souvent, je vous conseille de mettre ça en place. Et puis donc, je vais continuer. Je vais faire un Learn and Find et je vais voir comment ça se passe maintenant. Et donc là, ce que je vais faire, je vais faire ce qu'on appelle le gradual unfreezing. Donc ça, c'est intéressant avec FastAI. Et donc là, je vais dire, je vais m'intéresser aux deux dernières couches du bas. Et donc là, je vais dire, je vais prendre, ici, on est sur le learning rate et je vais prendre une slice. Donc c'est une instruction Python. Donc ça, c'est le début de votre slice et ça, c'est la fin. Donc je vais dire, tu vas prendre le learning rate Wanninekfa, mais tu vas le diminuer encore plus à ce taux-là. Ok, donc ce taux-là, c'est un taux que pas mal de personnes qui sont en recherche dans le NLP utilisent. Okay, c'est un bon critère de navigation entre les deux taux de learning rate. Et donc là, vous voyez, là j'ai ma précision qui est encore montée à 94%. Bon, j'étais à 93, il me semble. Ouais. Donc 93,9 et là je suis à 94,6. Et puis donc on continue et puis là je suis à 95, etc., etc. Et là finalement je vais faire les deux derniers passes. Donc là je vais faire ce qu'on appelle un unfreeze. Donc là tout le modèle maintenant est entraîné. Et à ce moment-là, vous avez ce genre de précision auquel j'aboutis. Donc là, c'est déjà pas mal. En fait, je viens de voir que c'est à peu près le même. Bon, c'est pas mal. Alors maintenant, je vais sauvegarder ceci et puis on va évaluer donc, le modèle. Donc si je fais Learn Predict et je dis ce film est vraiment marrant, rappelez-vous, on est de la classification de texte. Est-ce que c'est positif ou négatif? Donc j'ai un et 1, ça signifie que c'est positif. Et si je fais ce film est un AV, j'aurai 0 et ça signifie que cette phrase est négative. Cette revue est négative. Alors, vous avez une instruction qui est très sympa qui s'appelle Learn Show Result et qui va vous permettre de vous donner les meilleurs résultats de vos prédictions. Donc là, vous avez le texte. Et là, vous avez la valeur actuelle et ce qui a été prédit. Donc ça, c'est actuel et ce qui a été prédit. Donc on est bon, 0, 0. Là, on est bon aussi. Enfin, on est bon partout, en fait. Je vous laisserai regarder en détail pourquoi on est bon, pourquoi on n'est pas bon. Et donc là, ici, vous avez une instruction qui va vous permettre de faire une interprétation par le biais d'une matrice de confusion. Alors, une matrice de confusion, on va, d'un côté, vous avez les valeurs actuelles, okay, donc 0 et 1, ce qui a été labellisé sur votre jeu de données. Et là, c'est ce que le modèle a prédit. Okay. Donc, il a prédit correctement 964 mauvaises revues. Attends, 0, c'est bon, je ne sais plus. De mauvaises revues. Alors, je reviens à 964 mauvaises revues de films et puis 1 et 947 bonnes revues de films. Okay, donc, ça, c'est correct. Okay. Mais par contre, il a mal évalué 58 mauvaises revues de films et 31 mauvaises revues. 58 mauvaises revues de films et 31 bonnes revues de films. Okay. Et donc, si on regarde tout ceci, on peut voir, par exemple, je peux demander quelles sont les perditions sur 9 enregistrements. Et franchement, je pense que des fois, le modèle, enfin, le jeu de données, quand il a été labellisé, n'a pas toujours été tout à fait adéquat.
Par exemple, vous voyez, Libero est le meilleur exemple de la renaissance du cinéma italien, drame familial, etc., etc. Et donc, quand ça a été labellisé, ce texte-là, ça a été labellisé à 0, c'est mauvais. Et en fait, le système a prédit que c'était bon. Alors pourquoi ma note correspond, il y a cette phrase-là qui est un peu perturbante. Ma note correspond juste à mon ressenti personnel, histoire de goût, en fait. Donc bon, vous voyez, je ne vais pas trop m'étendre. Vous avez le notebook avec vous et vous allez pouvoir voir vos propres résultats ou regarder ce qui a été fait. Voilà, donc là, c'était un exemple. Je vous donne des ressources additionnelles. Donc, je vous donne les informations sur le fine-tuning. C'est ce qu'on fait avec les discriminative learning rate. Okay. Là, je vous donne le fameux modèle tout récent là, du 1er juin 2021 chinois avec 1000 milliards de paramètres. Et puis là, vous avez une donnée YouTube, une vidéo YouTube qui vient de Sylvain Guger et qui vous donne rapidement une information sur ce que c'est que le transfert. Je voulais expliquer, mais venant de Sylvain Guger, c'est encore mieux. Ok, voilà, donc on a vu Camembert. Donc là, ce notebook, il est complet parce que vous avez comment on a créé un modèle de langage et la classification de texte associée. Maintenant, on va regarder GPT-2. GPT-2, cette fois-ci, je vais m'intéresser uniquement à la classification de texte. Donc, on a vu le modèle GPT-2 la fois dernière en modèle de langue. Maintenant, je vais vous montrer la classification de texte avec GPT-2. Donc, toujours pareil, hein, les mêmes instructions. Donc, là, c'est pour la mise à jour de FastAI. Là, on importe les transformers. Là, c'est la librairie FastAI pour le texte. Et puis, donc, je fais la classification de texte. Donc, je vais prendre le tokenizer, GPT-2 tokenizer, et le GPT-2 for sequence classification. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que le modèle va être pré-entraîné. GPT-2 tokenizer, il va être pré-entraîné sur un modèle qu'un Belge a fait sur des données en français. Donc, je vais vous montrer ceci. Je crois que je l'ai. Donc, là, on est dans un GameFace, donc Belge GPT-2. Et puis, donc là, et hier, Elon Musk a, et puis je peux faire compute, et puis il va vous donner le résultat de ce qu'il a généré. Donc là, on est sur le modèle de langue. On va voir ce qu'il va dire. Bon, je reviendrai dessus. Je mets sur le GPT-2. Est-ce qu'il a terminé? Hier, Elon Musk a annoncé qu'il allait lancer une nouvelle voiture électrique. Ce genre de choses. Ok, donc ce modèle-là, il a été entraîné à partir de GPT-2, mais c'est un modèle belge. Mais en fait, on a pris des données du Parlement européen, de news, etc. Donc, vous avez les sources de ces données. Et la version nettoyée de ce modèle fait près de 60 gigabytes. Voilà. Alors, on revient sur GPT-2. Donc, c'est similaire un petit peu à ce qu'on a vu. Donc là, eh ben, je me procède différemment. Donc là, je dis, ben, voilà, mon modèle name, c'est celui-ci. Donc ça, je ne l'invente pas, hein, ça vient de ce qu'on vous dit à ce niveau-là. OK. OK. Modèle GPT-2. Donc là, je ne vais pas prendre le head model, hein, parce que je ne me suis pas intéressée par le langage modèle, mais plutôt par sa classification. Alors, je reviens dessus. Donc, c'est ce que je fais ici, GPT-2 for Sequence Classification.
Donc là, je vais dire le tokenizer, c'est GPT-2 Form Printer Model, et je vais prendre donc Antoine Lou. Et je vais faire alors, je reviendrai dessus. Là, j'indique un token de padding qui s'appelle pad. Je vais dire que le padding size, c'est sur la gauche, la taille du modèle, la longueur, la séquence maximum, c'est 512. Et le modèle, c'est GPT-2 for Sequence Classification, from Printed Model, et ce modèle. Okay. Donc, vous avez tout ceci d'effectuer, et comme toujours pareil, on va vous dire, attention, le modèle, il faudra l'entraîner sur votre propre jeu de données. Donc, si vous faites modèle config, vous allez pouvoir voir certaines informations sur ce modèle, notamment combien de couches il a, le nombre, etc. Le vocab size, etc. Donc là, je refais mon arborescence pour mon dataset halluciné que je récupère de GitHub. Donc là, je vais tester mon tokenizer. Donc là, on a 50 000 vocab size. On est sur GPT-2, là, on est sur 52 257. Le vocabulaire de taille 50 257. Et donc là, vous avez alors faites attention, vous avez le beginning of stream et end of stream. Et vous voyez qu'en fait, avec GPT-2, c'est fait comme ceci. Alors, j'étais un petit peu perturbée par ça, parce qu'en fait, ça signifie que GPT-2, quand ils l'ont entraîné sur des documents et non pas sur une séquence de texte bien significative. Donc, du coup, j'ai eu des petits problèmes avec ce modèle pour la classification, et c'est pour ça que je vous ai rajouté cette information-là, pas de token. J'ai mis un padding, parce que pour lui, il n'y a pas de padding. Ça va justement, on prend la totalité du document, et moi, je veux faire un padding par rapport à une séquence. Okay. Donc, c'est ce qu'on fait là. Donc, ici, vous avez ce qui est vu. Donc, le train DF, on retrouve la même chose. Je teste, je fais la tokenisation de texte. Donc, je retrouve ma classe que je vous ai montrée tout à l'heure. Je ne vais pas la redétailler. Et donc là, j'ai une autre manière de tester le tokenizer. OK, donc là, je prends un texte. Peut-être que vous avez raison. Et puis, je demande le résultat. Et donc, ça va vous donner ça. Donc, l'input texte, c'est peut-être que vous avez raison. La tokenisation, ça va être comme ceci. Peut-être que vous avez raison. La numéricalisation, ça va être ceci. Et le résultat, ça sera ceci, output text. Okay. Alors maintenant, on va s'intéresser au data loader pour la classification de texte. Donc là, pareil, j'utilise le texte bloc, transform bloc. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une classification de texte à partir de cette classe. Donc, je vais faire DLS class, je prends le data block. Et puis, donc là, je vais prendre ma variable dépendante, polarity. Je vais prendre ma variable indépendante, review, le splitter que je vous ai présenté. Et puis, donc là, je vais indiquer un batch size. Et donc là, si je regarde tout ceci, je suis sur... voilà, vous avez le texte, et je regarde ce qui est maintenant dans mon GPU, puisqu'on est sur le data loader là, pour la classification de texte, et on retrouve donc mon texte avec la polarité. Et vous voyez qu'en fait, quand vous faites ce type de traitement là, vous voyez le getX call reader, j'ai mis review, mais quand il tokenise tout ça, la colonne va devenir texte. Et quand vous allez, parce que je suis en catégorie bloc ici, quand vous tokenisez ceci, la polarity, ça va devenir catégorie. Donc, il faut le savoir. Il y a une petite transformation qui est faite.
Donc là, si je regarde le nombre d'enregistrements dans le train, j'en ai 2000, le nombre d'enregistrements dans la validation, j'en ai 500, et je retrouve donc mes bonnes classes 0 et 1. Alors, je vous ai donné cette instruction parce que vous avez risque d'avoir à l'utiliser. Si vous avez cette erreur CUDA out of memory, eh ben vous allez pouvoir exécuter ceci. Donc, vous faites ceci pour l'exécuter. Pour exécuter, je ne vais pas le faire, hein, mais ça va vous permettre de faire du garbage collection et puis de diminuer la ressource mémoire. Alloué. Voilà, donc le splitter, c'est pour faire des groupes au niveau de votre, pour le discriminative learning rate. Le dropout, je vous en ai parlé. Et donc là, ce que l'on va faire, c'est que je vais dire, eh ben, mon modèle, c'est le GPT-2 for Sequence Classification from Pre-train. Le modèle name, vous vous rappelez, c'est ce que j'ai indiqué, là, le Antoine, etc. Le path token, c'est le tokenizer path token que j'ai indiqué au-dessus. Et puis donc là, j'ai le learner, donc je l'instancie. Donc là, j'ai la classe, mon data loader, DLS class. Là, j'ai mon modèle qui est celui-ci, GPT-2, séquence, etc. La fonction de perte, le splitter pour discriminative learning rate, le dropout, et puis le métrique, c'est accuracy. Okay. Vous pouvez rajouter plusieurs métriques. Là, j'en ai pris qu'un. Vous pouvez utiliser le F1 métrique, etc. Donc là, si je fais leur modèle, je suis bien sur GPT-2 pour séquence classification. Et toujours pareil, à la fin du modèle, ce qu'on appelle le modèle head. OK. Je suis bien sur un output feature à 2. OK. Donc là, pareil, donc je suis à 94% de précision ici. Je me suis arrêtée là. Et puis là, vous pouvez faire pareil. Je dis, ce film est vraiment marrant. Vous pouvez changer le texte. Hein. Ce film est un navet, donc j'ai bien les bons indicateurs ici. Pareil, show result, et je suis aussi bonne en résultat. Et puis, je peux faire la confusion matrix et on voit que j'ai 50 enregistrements qui ont été mal prédits, qui ont été prédits comme bons alors que c'est mauvais. Et j'ai 55 enregistrements qui ont été prédits comme bons et qui sont mauvais. Donc là, ouais, voilà. Et donc, vous avez le résultat ici. Okay. Donc, pareil, je vous laisserai regarder. Donc là, c'est ce qui a été étiqueté en target et ce qui a été prédit avec la probabilité et la perte. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. En fait, GPT-2 n'a pas de padding token. Et donc, c'est ce que j'ai forcé au tout début parce qu'en fait, il a été entraîné sur des documents et pas sur des phrases. C'est pour ça que j'ai forcé un token, un padding pour ma classification de texte. OK, pas de token. J'ai mis ça. OK. Et puis, c'est tout. Voilà, j'ai terminé. Alors, je vous recommande vraiment de reprendre ces modèles, ces notebooks et de les tester vous-même, voire d'en faire de nouveaux. C'est pour vous familiariser avec la manière dont on fait un modèle de langue et dont on fait une classification de texte. Okay. Voilà, j'ai terminé. Je vais revenir. Avez-vous des questions? Alors, on me dit donc Camembert est très légèrement meilleur que GPT-2 d'après la matrice de confusion ou d'autres paramètres entrent en jeu, réglage. GPT-2, il a plutôt été entraîné pour tout ce qui est modèle de langue. En fait, tout ce qui est. Je pense que GPT-2 sera meilleur en synthétisation de texte
qu'en classification de texte. Cela dit, Camembert, je ne l'ai pas beaucoup entraîné, comme vous avez pu le voir. Et donc, si vous l'entraînez beaucoup, pardon, GPT-2, excusez-moi, je ne l'ai pas beaucoup entraîné, et comme vous avez pu le voir, et en fait, certainement que vous aurez de meilleurs résultats, mais je vous laisse découvrir. Mais en effet, je pense que Camembert est meilleur en classification de texte. En fait, souvent en classification de texte, on va utiliser Roberta et Camembert est basé sur Roberta. Okay. D'autres questions? Voilà, et Camembert est sur de français. GPT-2, rappelez-vous, le modèle de langue que j'ai fait, je l'ai basé sur du français. Hein. Donc, GPT-2, il a été pré-entraîné, l'exemple que je vous ai donné a été pré-entraîné sur des textes en français. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres questions? Concernant T5, je préférais la traduction au QR pour ma part. Ok, c'est noté. Je vais voir pour vous montrer la traduction. Avec les RNN, le dernier mot est donc toujours mieux interprété que les premiers dans la phrase. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En sachant que grâce à la partie attention, du fait que l'on travaille sur une séquence en parallèle et du fait que l'on utilise le position sequencing, le position embedding et le contexte, c'est quand même tout aussi bien. D'ailleurs, souvent l'attention est utilisée parce qu'on peut faire de la paralysation. Donc bon, avec les notebooks que j'ai, ça fait de la paralysation, bien sûr. Mais si vous aviez plusieurs GPU, on pourrait travailler sur des lots en parallèle. Donc c'est pour ça que c'est pas mal utilisé. Donc pour un adjectif, on mettra l'accent sur le substantif correspondant. Oui. Le premier mot toujours moins bien interprété, pardon, avec les. Oui, oui, oui. En fait, c'est pareil, c'est bien que ce que j'avais d'abord écrit des ondes. Ok. Ok, salut. Ah, on a quelqu'un de Berlin. Oh là. Hi, Hi, Andres. Donc, oui, voilà. Donc, franchement, le mieux, c'est de vous approprier ces notebooks, de faire mumuse avec tout cela. Je vous rappelle, on a un environnement Slack. Vous avez aussi le forum FastAI où vous allez pouvoir renseigner. Vous faites Google Forum FastAI et vous allez pouvoir faire des recherches sur ce que vous désirez rechercher. Mais aussi, vous pouvez poser des questions sur ce forum aussi. Il y a une grande communauté d'utilisateurs. Mais bon, vous pouvez commencer par Slack. Si je n'arrive pas à vous répondre, je creuserai un peu plus ou je poserai ça. Enfin, on pourra regarder sur on pourra affiner tout ceci. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Merci d'être venu pour cette session. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais poster cette présentation sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc probablement d'ici vendredi. Et puis, la présentation en PPT que je vous ai montrée, je vous la mettrai sur Slack. Alors, dans les notebooks, vous avez en dernière partie du notebook, vous avez les additional resources. Et donc là, je vous donne des papiers de recherche intéressants à lire ou alors notamment pour le dernier modèle, le Bouddha, avec 1000 milliards de paramètres.
Ça sera intéressant à suivre par la suite. Voilà, voilà, beaucoup de CO2 consommé. Ok, ben, je crois qu'on va s'arrêter là, sauf si vous avez d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas à renseigner ces questions dans notre support Slack. Je vous dis au revoir, bonne soirée à tout le monde. Profitez bien des terrasses si vous pouvez le faire. Et puis, la prochaine fois, soit je fais une synthétisation de texte, soit je vais regarder pour utiliser le modèle T5 en traduction, comme suggéré par une personne dans cette session. Au revoir.